Je me permets... Ouais. Just before beginning the talk, we are going to switch in French. If there is any problem with that, just say, hey, I speak English, and I understand only English. So, yeah? Yeah. Okay. There is no opposition online? Okay. So, the floor is yours. Je fais un test micro juste avant. À quel moment est-ce que vous m'entendez suffisamment? Là, ça va? Super. Vous n'hésitez pas à me faire un signe si c'est pas assez fort, si c'est trop français. D'accord? Donc je suis Adrien Saint-Sardos, je travaille au Centre européen d'excellence en biomimétisme et je suis biologiste de formation. J'ai deux objectifs aujourd'hui. Le premier, c'est de vous parler un peu de biomimétisme, donc que vous ressortiez en sachant ce que veut dire le mot. Biomimétisme en anglais, je crois que la traduction c'est biomimetics or biomimicry. Ils sont en train de se disputer, de s'écharper même pour savoir. Et donc je vous donnerai les grands principes et ensuite juste quelques éléments pour aller creuser de votre côté à la fin de cette conf. Voilà, de vous donner envie d'aller pratiquer, d'aller lire, juste démarrer la curiosité. Après je m'arrête et je laisserai la place à mes camarades. Pour placer le biomimétisme, alors le biomimétisme d'abord c'est, je bouge pas de mon pupitre, mais c'est avant tout des exemples emblématiques. Il y en a 3 que je vous cite ici, peut-être même 4 si on a un peu de temps. Le premier qui est très connu, c'est le velcro. Le velcro en fait c'est un des premiers exemples qui viennent de Suisse de bio-inspiration. Inspiration de la fleur de bardane. La fleur de bardane c'est un système d'attache réversible, sans colle, basé sur un système de petits crochets que vous voyez à gauche, j'espère, sur vos écrans par exemple. Et ça a donné donc notre technologie de Scratch. Ça c'est un exemple qui est très très connu, vous verrez que c'est certainement pas le plus convaincant. Un exemple qui l'est peut-être un peu moins mais qu'on retrouve beaucoup, c'est tout ce qui est hydrophobicité. Donc vous avez la plante la plus connue, même s'il y en a plein d'autres qui sont hydrophobes, c'est le lotus. Nerumbo. Et le lotus, il est capable de s'auto-nettoyer, de repousser l'eau, donc éventuellement de ne pas pourrir. Et ça, il y arrive grâce à une stratégie que je ne décris pas ici, mais qui est basée sur des nanostructurations de surface et un petit peu de chimie. Le dernier exemple, là pour le coup je suis à peu près sûr que vous l'avez, c'est l'exemple du Shinkansen, c'est le TGV des Japonais. Et ils ont eu beaucoup de chance, ils avaient un ingénieur qui était ornithologue dans la bande qui a développé le Shinkansen au tout début. Et parmi les inspirations qu'il a pu avoir, il a eu le martin pêcheur. Et finalement le Shinkansen est profilé pour pouvoir rentrer dans des tunnels, donc changer de milieu, sans faire d'onde de choc. Et ça, le martin pêcheur est très bon pour faire ça, parce que c'est de ça qu'il dépend pour manger en fait. Donc voilà, je commence sur des exemples emblématiques. Je voudrais vous montrer qu'il y en a des beaucoup moins emblématiques. Par exemple, en termes de matériaux, là je vous présente la nacre. La nacre, c'est une inspiration très forte en ce moment sur les matériaux, parce que matériaux très résistants, matériaux légers, qui résistent aux fissures par des stratégies que je ne décrirai pas ici. Juste pour ordre de grandeur, quand j'ai regardé la dernière fois, c'était fin février, il y avait déjà 230 papiers qui étaient sortis sur des nacre-like materials. Des journaux scientifiques. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu dynamique. Et juste pour vous donner d'autres exemples pas du tout emblématiques, vous avez au milieu une éponge qui a un squelette en verre. Vous voyez la structuration, j'espère que vous la voyez de là où vous êtes, mais voilà, c'est l'échelle submillimétrique avec vraiment du verre. Je ne l'ai pas apporté, mais c'est un truc qu'on a au muséum. Il faut imaginer que ça, c'est fait à température et pression ambiante, et je mets au défi les gens d'arriver à faire ça aujourd'hui avec nos procédés. Et le dernier, c'est juste aussi pour une question de plus informatique finalement, un capteur de détection du Bombix mori, qui est de la famille du ver à soie. Lui, il est capable de détecter sa femelle à 11 km. Pourquoi? Parce que ces antennes sont nanostructurées et quand il reçoit une molécule, il se passe des choses à l'échelle du placement de surface. Et donc vous voyez, ça c'est des exemples finalement dont on ne connaît pas d'inspiration, enfin on connaît la biologie, mais on pourrait avoir plein d'idées de produits bio-inspirés à partir de ça, vous en conviendrez. Juste pour vous rentrer un petit peu plus dans les détails et vous montrer qu'en fait avec un modèle biologique on peut faire plein de bio-inspiration. Je vous ai pris cet exemple qui est mon préféré, on va être clair, c'est le papillon Morpho. Morpho, il vit que en Équateur en fait.
C'est un gros papillon, hein, c'est un papillon à échelle plus que centimétrique. Et ces ailes, en fait, elles sont structurées en fait à 5 échelles. Donc c'est vraiment un matériau qui est très intelligent, donc à la fois l'échelle de l'aile, où finalement vous avez des propriétés de résistance mécanique, c'est-à-dire que cette bestiole est capable de voler sans que ses ailes flambent d'un point de vue mécanique. Donc voilà, vous avez cette première échelle et en fait vous en avez plein d'autres dessous. C'est ce que j'ai essayé de montrer sur la figure que vous avez en plein milieu. Vous avez des écailles, au-dessous de ces écailles, vous avez des petits peignes. Et en fait, à l'échelle la plus basse, on est à l'échelle centaines de nanomètres. Et à cette échelle-là, en fait, la lumière commence à jouer, à faire ce qu'on appelle un réseau de Bragg. Et le réseau de Bragg, ce qui est formidable, c'est que ça crée des couleurs, même ce qu'on appelle l'iridescence. Donc c'est un papillon qui a une couleur qui varie selon l'angle. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, en fait, avec un modèle comme ça, on fait plein de bio-inspirations différentes. C'est-à-dire, je vous oppose une espèce. Il y en a 2 millions répertoriés. Et ce qu'on peut faire avec ça, c'est un matériau iridescent. Donc je vais vous donner la pire des... pas la pire, mais pas la plus sexy des innovations. C'est-à-dire une robe avec un matériau qui est iridescent. Donc une couleur qui est sans pigment. Hein. Et en fait, on pourrait avoir plein d'autres idées. Les ailes du morpho, elles sont résistantes mécaniquement. Donc on pourrait avoir une idée de matériaux légers et résistants au flambage. Elles sont aussi anti-fouling. Il n'y a pas de bactéries qui se créent sur les ailes du morpho alors qu'il vit en zone plutôt humide. Hein, je vous ai dit équateur. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à les tirer. Et puis, si je devais vous donner un des outputs qu'on peut avoir de ce type de modèle biologique, il y a General Electric récemment qui a sorti un capteur basé sur ça. Si vous changez l'indice du gaz entre les petits peignes que vous voyez, la couleur affichée n'est pas la même. Vous pouvez passer du bleu au rouge, par exemple. Et eux, ils ont inventé ça pour capter la présence d'un gaz, du butane, par exemple. Donc vous voyez, c'est le type d'innovation qu'on peut avoir avec ça. Ça, c'était vraiment un exemple qui pouvait toucher tout. Là, mon objectif, c'est juste de vous dire qu'on peut toucher bien plus de domaines que seulement les matériaux. On peut s'intéresser à des questions d'énergie, à des questions de chimie, à des questions de gestion de l'information, que je prends au sens large, c'est-à-dire à la fois capteurs, algorithmes, stockage de mémoire. Et puis on peut avoir tout ce qui est enjeu autour de l'eau, parce que c'est un enjeu aussi dans le monde vivant, et donc on peut facilement trouver des modèles d'inspiration dans le monde vivant pour gérer des problèmes d'eau. Allez, vu le temps qui me reste, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails. Je vous fournis peut-être 2 exemples. L'un qui serait peut-être sur l'enjeu énergie, avec une inspiration qui est de l'ordre morphologique. Vous voyez, ici, on s'est inspiré de la murène à ruban pour faire une hydrolienne sans pale. Donc vous avez une hydrolienne qui convertit de l'énergie mécanique en énergie électrique. Ce qui est plus ou moins en fait l'inverse de ce que fait la murène, qui convertit plutôt de l'énergie de nature biochimique en énergie de mouvement. Mais voilà, c'est basé sur ce modèle-là, et c'est un projet qui est porté par une start-up en France qui s'appelle Il Energy et qui est en partenariat avec l'Ifremer, parce que la bonne nouvelle avec ce type d'hydrolienne, c'est qu'on ne fait pas du surimi à la sortie. Puis vous avez aussi des éoliennes basées sur le mouvement des poissons, par exemple, ça c'est ADV. Donc voilà, c'est des exemples que vous pouvez aller voir, et c'est des exemples que j'incarne ici. C'est-à-dire, c'est plus seulement regardons le morpho et on pourrait inventer plein de trucs, il y a des gens qui ont regardé des bestioles et qui ont inventé des choses. C'est ça le take-home message. Je vous ai parlé de l'éponge, je vais sauter parce que je vais être un peu court sinon. Je pourrais vous parler d'un point de vue capteur de vision biomorphique, c'est-à-dire là c'est de la vision basée sur les événements. Donc vous avez une start-up en France, mais il y en a beaucoup d'autres qui s'inspirent du mécanisme de l'œil, des cônes et des bâtonnets pour créer des capteurs où finalement on n'enregistre pas une série d'images, au contraire on image le changement d'intensité sur des pixels. Et ça c'est finalement une façon de voir des choses de façon frugale, et ça fait de très bons capteurs. Je vous ai parlé de récupération d'eau, donc moi c'est un peu mon dada, donc je vous en parle. Tout ce qui est hydrophobie, gestion des états de surface, ça c'est quelque chose que le vivant fait très bien. Et je vous ai mis quelques exemples ici, mais il faut imaginer qu'il y en a beaucoup d'autres, d'espèces qui savent gérer leur état de surface. Vous avez par exemple la plante du milieu, je vous ai parlé de Nelumbo déjà, donc je vous en reparle pas. Hein. Vous avez Nepenthes au milieu, qui est la plante... vous voyez, avec le capéo, qui est très connu d'ailleurs, hein, comme plante carnivore, elle est à la fois hydrophobe et lipophobe. C'est-à-dire que si vous mettez une goutte d'huile dessus, elle va rouler, un peu comme sur votre... Ah non, pas du tout comme sur votre plaque téphale.
Et puis vous avez aussi le sténocara, lui c'est un insecte du désert, lui aussi c'est gérer l'eau. Le matin il se met face au vent et sur sa carapace il y a de la condensation et il vient capter une goutte d'eau. Alors en plus il a le bon angle pour aller la récupérer directement au niveau de sa bouche. Donc vous voyez, tout ça, c'est pas basé du tout sur la même stratégie, vous n'avez pas du tout les mêmes nanostructures aux surfaces, vous n'avez pas du tout les mêmes molécules chimiques, donc tout ça, c'est des sources d'inspiration différentes. Et voilà, donc vous pouvez imaginer de gérer, de réfléchir à votre état de surface, à votre récupération de l'eau, à votre nettoyage éventuellement aussi, en vous basant sur les technologies du vivant. Il me reste 5 minutes, je vais peut-être passer ça, vous parlez peut-être de ça, vers une différence entre ce que j'ai appelé biomimétisme et ce qu'on pourrait voir comme bio-inspiration. Si je fais de la bio-inspiration, si je peins une fleur, par exemple, j'ai fait de la bio-inspiration. J'ai pris une fleur, ça m'a vachement inspiré, j'ai fait un Lego pour ma petite sœur, j'ai fait un dessin. Ça, c'est la bio-inspiration et on peut le faire assez facilement, finalement. Ce qui est plus difficile à faire, c'est rajouter une notion de développement durable là-dedans. Et là, c'est là où on rentre sur la notion de biomimétisme. Et donc, je pense que vous allez y revenir beaucoup plus que moi, mais il y a cette distinction sémantique qu'il faut arriver à faire, sinon on se contente de faire de nouvelles innovations vaguement basées sur la nature et on passe à côté de l'exercice. Si ça vous intéresse un peu plus, je vous donne 2-3 ressources. Et la première que je voudrais vous donner, c'est la plus simple finalement. C'est juste qu'il existe aujourd'hui un tas de ressources écrites par des scientifiques pour prendre en main cette notion de biomimétisme. Pour prendre en main d'ailleurs aussi la donnée biologique. Parce que finalement, les espèces que je vous ai montrées, s'il fallait aller voir les papiers scientifiques à chaque fois, ça demanderait beaucoup de boulot et de technicité de lecture. En fait, il y a des gens qui s'amusent à vulgariser ça et il faut aller vers ça. À la fois via des expositions comme BioInspiré où j'étais il y a quelques semaines. Vous avez des vidéos sur YouTube. Donc il y a vraiment il y a de la donnée là-dessus et il ne faut pas hésiter à aller voir. Il faut imaginer aussi qu'il y a des gens qui se sont regroupés autour de thématiques bio-inspirées, du coup, autour de l'énergie, dans le domaine de l'architecture, autour de projets urbains, sur les cosmétiques, beaucoup sur l'aérospatiale aussi, parce qu'historiquement, c'est là où on a fait les premières expériences de biomimétisme. Et typiquement, moi, c'est un peu là-dedans que je me place. C'est-à-dire que CBIOS, on est à la fois dans des missions d'accompagnement de projets de biomimétisme et à la fois autour d'animation de réseaux, un peu à la façon d'un Minalogique d'ailleurs, mais toujours centré sur ce biomimétisme. Je vous donne peut-être un exemple de projet qui vaut ce qu'il vaut et je vous invite à être critique dessus. C'est sur une problématique de nettoyage en présence, en contrainte de restriction d'eau. Ça, c'est un problème qui a été posé par L'Oréal il y a quelques années de ça maintenant. Et juste pour vous dire comment ça se passe aujourd'hui, enfin à l'époque en tout cas, les projets biomimétiques comme ceux-là, la première chose, c'est d'analyser le problème. Donc, c'est vraiment une méthode d'innovation, une méthode même d'idéation. Arriver vers des problématiques fonctionnelles, explorer la donnée biologique. Donc, vous voyez en bas, j'espère que vous le voyez, les différents modèles dont on peut venir s'inspirer dans une problématique de nettoyage sans eau. Vous avez notamment le nélumbo de tout à l'heure, le nénuphar. Vous avez un certain nombre d'insectes. Et puis, vous avez par exemple le chat. Et imaginons que le chat, ce soit celui qui vous semble le plus pertinent pour votre exercice ou celui sur lequel vous trouvez le plus de données. Vous pouvez venir mettre en place du design, venir essayer de concevoir un produit qui s'inspire de la langue de chat en réfléchissant à ses externalités, comme ça vous faites vraiment du biomimétisme, et puis arriver vers des prototypes. Alors le prototype que je vous montre là, la critique que je veux entendre, c'est qu'il est par exemple en plastique, qu'il faut se demander comment ce plastique est sourcé, il y a plein de questions qu'il faut poser, mais vous voyez un exemple de projet d'un point A à un point B, il faut imaginer qu'il y en a beaucoup d'autres comme ça, et peut-être des plus parlants. Bon, ça c'est les différentes, je ne rentre pas dans les détails, c'est les différentes problématiques qu'on peut rencontrer, mais c'est vraiment un sous-échantillon des différentes problématiques, donc des problématiques d'acoustique, d'adhésion, d'inifugation, d'auto-assemblage beaucoup, je vous ai dit des propriétés de surface, et on fait ça avec tout type d'entreprise. Juste comment jouer à ça. Donc une fois que vous aurez fini de lire tous les documents dont je vous ai parlé il y a moins de 5 minutes, il y a aussi moyen de contacter des gens. C'est-à-dire qu'en France, on a de la chance, on a un écosystème du biomimétisme qui est très dynamique. Et c'est dû à quoi? C'est dû beaucoup au fait qu'on est un endroit, la France, où il y a beaucoup de biodiversité. Et donc un des organes moteurs du biomimétisme en France, c'est d'ailleurs le Muséum d'histoire naturelle, où je fais mon postdoc en fait. Et donc il faut imaginer que ces gens-là sont très motivés pour que leurs données biologiques servent, soient une source d'inspiration. Et donc vous avez des chaires, je vous inviterai à regarder les slides s'il y a besoin, mais vous avez plein de contacts à aller voir pour commencer ce genre de travail.
ça je vous l'ai dit déjà. Juste pour vous dire que moi, le truc qui m'occupe en ce moment, c'est aussi un projet qui a été lauréat de la BPI, qui est BioMig, autour plutôt des matériaux bio-inspirés. Donc vous avez bien senti que j'avais quand même un focus dans mes exemples autour des matériaux. C'est à cause de ça, voilà. Et il faut imaginer qu'autour de ce BioMig, il y aura à la fois une question de fouille de la donnée biologique. Aujourd'hui, on a une donnée biologique qui est illisible par le commun des mortels et qui est difficilement accessible. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de travailler à travers ce projet. Et puis faire des expériences de caractérisation et éventuellement réfléchir à monter des projets en consortium, et c'est vraiment ça le cœur de BioMig. Je vais m'arrêter là parce que c'est pile le temps et je ne sais pas à quel moment tu veux qu'on prenne les questions. Merci Adrien. On les prendra à la fin, étant donné qu'on est très court en temps. Du coup, on va passer la main à Nicolas et Pierre pour aborder, même aller un peu plus loin que le biomimétisme et remettre la nature au cœur du système. Bonjour à tous. Alors, Adrien vient de vous présenter la biomimétique un peu comme on la connaît aujourd'hui dans notre culture, qui questionne en fait les moyens pour arriver à de l'innovation. Et en fait, moi, je vais plutôt questionner pas tant les moyens que les fins, en fait. De pourquoi on fait de l'innovation. Et donc, je vais passer, ou pourquoi on fait de la biomimétique. Et donc, je vais passer un peu par des petites questions philosophiques et anthropologiques. Alors, pourquoi... pardon, tout d'abord, voilà donc un peu l'imaginaire qu'on peut avoir de la biomimétique. Je peux me bio-inspirer ou aller chercher comme ça des informations dans le vivant. Pour autant, dans ce type d'imaginaire-là que vous voyez, les solutions qui sont proposées, les imaginaires qui sont renvoyés, n'ont en fait rien concrètement de vivant. Et c'est cette question au vivant que je vais maintenant questionner. Je vous propose d'abord une petite expérience de pensée. Je peux construire un tractopelle ou un bulldozer bio-inspiré, local, qui marche, construit localement, qui marche au panneau solaire, et pourquoi pas avec des matériaux éco-conçus. Et pourtant, avec lui, je peux continuer à détruire l'environnement. Ça ne change pas. Et donc vous voyez que ça pose des questions en fait un peu éthiques, c'est-à-dire on va apprendre du vivant et pour autant la finalité, elle, peut aller à rebours du vivant en fait. Et c'est ça que je voudrais un peu commencer à amener ici. D'abord, pourquoi on se sert de la bio-inspiration ? Adrien en a parlé un petit peu. On peut faire de la bio-inspiration pour illustrer un concept, un peu comme l'idée de la fleur aussi, dont il a parlé, pour faire une métaphore, pour faire une analogie avec mon process. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, et là je vous renvoie vers l'IUCN, c'est-à-dire j'utilise la nature en m'inspirant de comment elle fonctionne pour trouver des solutions qui servent aux humains. Et enfin, il y a la biomimétisme. L'autre question, c'est pourquoi on peut faire de la biomimétisme. Et donc, comme vous avez vu dans la petite expérience de pensée, je peux faire de la biomimétisme en fait contre le vivant, sans le vivant, indifférent au vivant, qui utilise le vivant comme on en a parlé sur les solutions fondées sur la nature, respectant le vivant, avec le vivant. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de designers qui travaillent avec du mycélium pour produire des matériaux qui sont à la fois bio-inspirés et à la fois faits de matière vivante ou à partir de matière vivante. Et enfin, on peut le faire pour le vivant. Et donc je peux faire de la bio-inspiration aussi sans pour autant connaître la nature ou connaître le vivant, comment ça fonctionne. Et c'est un peu là-dedans que je vais vous emmener maintenant. Je vous renvoie vers les travaux de Olivier Amand, qui est biologiste, plutôt spécialiste des plantes, et qui explique que souvent, en fait, quand on fait de la biomimétique ou de la bio-inspiration, on va chercher quelque chose de très précis. Vous l'avez vu dans les exemples d'Adrien, hein, il va chercher vraiment le matériau des ailes, du morpho, il va chercher une chose très précise dans un autre être vivant.
Mais quand on regarde le fonctionnement de l'être vivant en entier, en fait, on se rend compte, et donc on fait ça pour faire de la performance, pour faire de l'optimalité, et quand on regarde comment fonctionne un peu le vivant ou un être vivant, souvent on se rend compte qu'il est sous-optimal. On sait qu'on s'oriente vers un monde on parle de réchauffement climatique, disparition de la biodiversité, d'anthropocène. Et ce que raconte Olivier Hamann, c'est que en fait, donc on va pas tomber vers des effondrements ou vers des sociétés de contrôle total. C'est plutôt on va rentrer dans un monde qui va fluctuer avec des fluctuations de plus en plus grandes. Et en fait, là, on va faire de la bio-inspiration. C'est la question qui se pose dans son livre. C'est comment le vivant s'adapte dans un monde avec des grandes fluctuations. Et pour ça, en fait, il n'est pas optimal, il choisit la sous-optimalité. Et en fait, la sous-optimalité produit quoi? Produit de la robustesse. Il donne l'exemple par exemple, la photosynthèse. On a fait des panneaux solaires qui sont une forme de bio-inspiration. Et si on regarde dans le vivant, donc en laboratoire, les performances, elles sont de 2%. En conditions réelles, on est entre 0,3 et 0,85%. Pourquoi la sélection darwinienne, que vous connaissez, a sélectionné ce type de performance? Eh bien, en fait, c'est que ça permet justement à la plante de s'adapter aux fluctuations, c'est-à-dire un temps aujourd'hui comme ça un peu gris ou un temps là où il y a beaucoup de luminosité, la plante permet de tenir en fait ce type de fluctuation. Et cette stratégie-là, c'est ce qu'il appelle la robustesse en fait, de mettre en place des processus robustes. Je passe un peu vite. Et ça, c'est quelque chose que je dis à mes étudiants, qui est que si je vous demande à vous entreprise ou étudiants, d'être redondant, d'être fluctuant, d'être lent, d'être hésitant, d'être incohérent, de faire des imprécisions, d'inachever vos projets, d'être hasardeux dans vos processus. Vous comprenez que toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qu'on a exclues de nos sociétés, qu'on a exclues de nos processus. Et pourtant, là, je vous donne en fait presque tous les chapitres du livre, mais c'est ce qui permet en fait au vivant de s'adapter à l'aléatoire, à ces fluctuations et de s'adapter continuellement. Je vais passer maintenant à autre chose, c'est que en fait, donc là on a vu la biomimétique sur des solutions techniques, mais en fait il y a une autre forme de biomimétique, et là je vous renvoie vers la revue Technique et Culture de l'EHESS, dirigée par Péric Pitrou, qui en fait regarde comment la biomimétique peut être aussi culturelle. Le chaman, par exemple, va faire des danses, va mettre des costumes qui sont bio-inspirés. Il va faire des danses bio-inspirées aussi. Et donc on voit qu'il y a une biomimétique qui peut être culturelle ou anthropologique. Et là, il y a un exemple que vous connaissez, qui est le kung-fu, qui est inspiré des comportements du tigre, ou ici des comportements de la mantre religieuse. Et donc, il s'agit non seulement de s'inspirer du vivant pour des enjeux techniques, mais aussi de s'inspirer des vivants pour nos comportements culturels. Voilà, l'objectif n'étant pas de comprendre comment on construit un artefact ou de formaliser des procédés pour les faire, il est d'explorer comment individuellement et collectivement l'identité humaine se construit dans l'incorporation de l'altérité. Et donc sous cet angle, on se défait d'une approche dichotomique. Et donc imiter en fait le vivant, ça peut être aussi de créer un monde commun entre les humains et les vivants non humains. Je vous donne un exemple, la permaculture par exemple, c'est en fait de la bio-inspiration. On s'inspire des relations entre les êtres vivants, et que finalement ce process construit un langage qui nous permet de rentrer en interaction
avec d'autres vivants sur la planète. Et donc là, ça ouvre aussi une nouvelle voie à la bio-inspiration et qui est assez peu connue et assez peu utilisée, et que du coup dans le collectif qu'on a monté avec Pierre, c'est des approches qu'on développe. Voilà. Je laisse Pierre vous présenter, vous parler de quelques projets autour de ça. Merci Nicolas et bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Pierre-Alex et je suis designer. J'ai une agence de design de produits et d'interfaces numériques qui s'appelle Distorsion. Autant vous dire que je travaille énormément avec des startups dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et que la biodiversité, c'est pas le sujet numéro 1 des interventions qu'on fait. Mais comme tout un chacun, on est multiples, on a plusieurs identités, et je pense que parmi vous aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont souvent dans des contradictions entre leurs aspirations professionnelles et leurs valeurs qui sont voilà, parfois difficiles à concilier. Alors là, si vous tournez la tête sur votre gauche, vous verrez, il y a un monsieur là depuis tout à l'heure qui tond la pelouse de ce beau stade des Alpes. Alors on lui a inventé une super belle machine voilà, qui permet de tondre à peu près 2 mètres de pelouse d'un seul coup. Donc ça permet d'économiser son travail, d'économiser sur les frais de fonctionnement du stade. Voilà. D'un côté, comme on généralise ce type de machine, bon, on voit bien que c'est des machines qui sont optimisées pour détruire la biodiversité. Voilà. Et c'est du coup quelque chose qui paraît irréconciliable, nos intérêts humains économiques et les intérêts voilà, des autres espèces avec lesquelles on cohabite sur cette planète. Donc c'est pour ça que voilà, Nicolas a développé toute cette approche qui s'appelle voilà, le design centré sur le vivant, que j'ai malheureusement peu le loisir d'expérimenter en tant que professionnel. Ça vient, il y a des frémissements, mais que du coup je me venge avec les étudiants que j'accompagne, voilà, notamment à Strat École de Design, qui est une belle école à Paris et à Lyon. Donc il y a plusieurs stratégies là-dessus. On peut se demander comment est-ce qu'on concilie homme et nature. D'accord ? Donc si on reprend cette tondeuse, bon, bah, voilà, peut-être qu'on va dire que pendant la période de nidification des oiseaux ou les périodes de reproduction, eh ben, elle ne va pas pouvoir marcher. Voilà, c'est une petite concession qu'on va faire, un dialogue qu'on va avoir, de limiter de nous-mêmes la puissance de nos objets techniques. Voilà, pareil, on pourrait avoir un taille-haie qui ne marche pas entre le mois de mars et le mois d'août, par exemple. Il y a des étudiants qui ont travaillé sur les chats. Voilà, on adore tous les chats, mais il se trouve que c'est des prédateurs terribles. Hein. Je crois que c'est plusieurs millions d'animaux qui sont prélevés chaque année par les chats. Donc ils ont inventé un collier anti-chasse, voilà, avec des capteurs qui détectent la position du chat. Ils ont observé vachement les animaux, et dès qu'il relève la tête pour attaquer, hop, son collier se déploie, il est rouge, il émet un son, et il donne plus de chances du coup aux oiseaux de s'échapper. Voilà, donc on essaie de créer de nouvelles négociations entre nos aspirations et celles des autres espèces. Voilà. Pour reprendre le stade, peut-être qu'après tout, un stade de foot, c'est plus un stade où on a 4 mm d'épaisseur de pelouse, mais dans lequel on en a un peu plus. Peut-être qu'on peut envisager que ces stades, on ait des rebonds qui soient bizarres. Vous savez qu'on a inventé le ballon de rugby, il a été inventé justement pour avoir une forme originale et pour avoir des rebonds imprévisibles. Donc ça nous intéresse l'imprévisible. Donc peut-être que c'est notre regard sur le football qui doit changer. Des projets qui sont parfois aussi centrés directement sur les espèces. Donc on voit les routes en France. Moi je suis venu en voiture là, de Pérouge aujourd'hui, et alors j'ai croisé 14 animaux morts sur la route. Donc, un renard, 3 hérissons, voilà, j'ai perdu le compte au bout d'un moment, mais si vous êtes un peu attentif, vous savez que c'est vraiment catastrophique, quoi. Les animaux sur les routes, ils sont... voilà. C'est vraiment catastrophique. C'est 600 millions d'oiseaux qui sont écrasés chaque année sur les routes de l'Union européenne. On ne se rend pas compte de la portée de la chose. Bon, bah, voilà, les étudiants, ils ont travaillé sur ces questions, ils sont arrivés sur différentes solutions. Voilà, donc notamment comment est-ce que les grenouilles, les crapauds, on va pouvoir leur aménager des espaces qui soient visibles, même la nuit. Comment est-ce qu'on va pouvoir équiper nos véhicules pour limiter au maximum le risque de collision. On a des systèmes anti-collision de sécurité vis-à-vis des passagers. Je pense qu'il est temps d'en inclure vis-à-vis de la faune sauvage. Voilà, ça ne me paraîtrait pas complètement injuste de faire ça.
Et puis, il y a ce gros problème qui est celui de l'habitat. Parce que souvent, quand les étudiants commencent à travailler, par exemple, sur la drosera, qui est une plante carnivore qu'on trouve dans les tourbières en France, on se rend compte qu'en fait, le problème, c'est pas qu'elle est menacée en tant que telle, c'est que c'est les tourbières qui sont menacées. Pourquoi? Parce qu'on va y construire un centre commercial, un bowling ou, voilà, ou une zone d'activité. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont... voilà. Ça permet de mettre le doigt sur le fait que protéger des pans entiers de territoire, c'est protéger la biodiversité. Donc pour terminer et pour conclure, voilà, nous on a pris beaucoup l'habitude de se servir de la nature, de s'inspirer d'elle. Voilà, il est peut-être temps de concentrer nos efforts et de commencer à se mettre à son service, de mettre notre intelligence à son service à notre tour. Et bah, voilà, pour ça, comment faire? Bah, malheureusement, ou plutôt heureusement, parce que moi je suis designer, sans contrainte, j'arrive pas à travailler. Si on me dit pas, bah tiens, il faut que ça coûte tant et on doit pouvoir le fabriquer en moins de 4 heures, et bah voilà, mon imagination s'égare. Voilà, on travaille avec ces contraintes, c'est en les dépassant qu'on fait quelque chose de beau. Bah voilà, c'est vrai que les contraintes, bah, on en a besoin. On a besoin de contraintes par le biais de la taxe carbone, qui doit être vraiment, vraiment renforcée. C'est un outil magnifique pour nous pousser bah, voilà, à concentrer notre intelligence sur les questions essentielles. Et puis sur ce qui concerne la biodiversité, on a besoin d'avoir des surfaces protégées, beaucoup plus de surfaces protégées par rapport à la bétonification. Voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on sera là. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Non. Je vous propose, si vous avez des questions avec nos intervenants, de les retrouver à côté. On est pris par le temps.